Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Jean-Claude Michéa. Jean-Claude Michéa est un philosophe français contemporain. Il est l'auteur de plusieurs livres sur le sujet du libéralisme. Et si le nom de Michéa ne vous dira peut-être rien, c'est pour une raison aussi simple que surprenante, qui est que Michéa n'a jamais cherché à être connu. Michéa est un auteur pour le moins atypique, car voilà un homme qui a publié une douzaine de livres, mais qui parallèlement déclare sans rougir qu'il a toujours détesté écrire. Son premier ouvrage a été publié alors qu'il avait déjà 45 ans, ce qui correspond à un âge plus qu'avancé pour un auteur, et cette première publication n'était pas tendue à sa volonté qu'à celle de son ami Alain Martin, fondateur des éditions Climat, qui avait besoin de textes à publier pour lancer sa maison d'édition. D'une certaine manière, on peut dire que c'est malgré lui que Michéa est devenu écrivain, car comme il le dit si bien, s'il a continué à écrire des livres par la suite, c'était, à chaque fois, le pistolet de l'amitié sur la tempe. De même, Michéa a toujours refusé de passer à la télévision. Il n'accorde que très peu d'entretiens à la radio et dans la presse écrite, préférant, selon ses propres mots, le plaisir des plages montpelliéraines et des soirées entre amis aux apparitions médiatiques et aux dîners mondains. Michéa s'est toujours montré lucide quant aux limites, voire aux dangers de la célébrité médiatique, étant conscient que la pensée médiatique répond d'abord à la logique du spectacle, et que le spectacle s'accommode mal de la pensée complexe et profonde, de ce qu'on appellera une pensée dialectique. Comme l'avait bien montré Noam Chomsky, la télévision n'est pas le lieu de la pensée dialectique, elle n'est pas le lieu de la pensée qui se déploie dans le temps, elle est au contraire le lieu de la pensée binaire, c'est-à-dire de la pensée immédiatement classable, immédiatement catégorisable, de la pensée reposant sur des schémas intellectuels et mentaux auxquels nous sommes habitués, et qui, à force d'être reproduits, aboutissent à ce qu'on pourrait appeler une pensée conditionnée. Si la pensée de Michéa est le contraire d'une pensée conditionnée, c'est précisément parce qu'elle ébranle totalement les repères sur lesquels nous avons l'habitude de faire reposer nos raisonnements, et plus particulièrement nos raisonnements politiques. Lorsqu'on entend parler dans les médias de la gauche et de la droite, ou de conservateurs et de progressistes, ces catégories conceptuelles renvoient instantanément dans notre esprit à des images familières, tellement familières que nous ne les questionnons même plus. C'est la raison pour laquelle la plupart des débats politiques nous semblent finalement assez stériles, parce que nous n'y apprenons rien de nouveau, et parce que chacun préférera défendre un discours que délivrer une parole. L'homme de droite reprochera à l'homme de gauche d'être de gauche, l'homme de gauche reprochera à l'homme de droite d'être de droite, et finalement c'est un peu ça, le présupposé tacite de tout débat politique, un affrontement de clans où chacun prêche pour sa paroisse. Et parce que nous avons besoin de repères pour pouvoir nous définir idéologiquement, de même que nous souhaitons que l'autre soit lui aussi définissable et plaçable sur le damier politique, nous acceptons ces catégories, nous les revendiquons même, et ce faisant, nous sombrons dans une sclérose de la pensée, dans une pensée mécanique où toute idée un peu originale se verra balayée. Eh bien, ce sont précisément ces catégories que Michéa entend remettre en cause, à travers une réflexion extrêmement stimulante, que je vous invite à découvrir le temps de cet épisode, et qui risque fort de mettre à mal vos propres repères idéologiques et votre manière habituelle de concevoir la marche de notre monde. Alors avant d'entrer dans le vif de la pensée de Michéa, je voudrais prendre le temps d'ajouter quelques mots sur l'homme, afin d'éclairer, ne serait-ce que partiellement, le sens de sa démarche. Michéa est né à Paris en 1950, de parents résistants communistes. Il grandit dans un quartier populaire du 12e arrondissement, et il adhère très tôt à l'idéal communiste de ses parents, des parents qu'il qualifiera, dans une formule que j'aime beaucoup, de stalinien ouvert. Si aujourd'hui l'adjectif stalinien comporte une charge très péjorative,
ce que le jeune Jean-Claude constate, lui, c'est qu'être communiste chez les Michéas, c'est d'abord incarner certaines valeurs. C'est être fier d'être un travailleur, c'est ne pas voir la réussite sociale comme le but ultime de la vie, c'est respecter le sens de l'effort, pratiquer la générosité et avoir l'esprit de convivialité. Et c'est ce qui fait que, même après avoir rompu avec le communisme, Michéa conservera toute sa vie un attachement profond à ses origines populaires et à l'idéal d'égalité qui lui correspond. Enfant, Michéa passe le plus clair de son temps libre à lire les livres de la bibliothèque familiale. Il s'initie très tôt à la philosophie, puisqu'à l'âge de 14 ans, il lit Matérialisme et empiriocriticisme, un ouvrage de Lénine particulièrement difficile, que le père du jeune Jean-Claude avait rangé tout en haut de la bibliothèque, comme pour mieux lui en interdire l'accès, et ce afin d'éveiller chez son fils le goût de la lecture et des idées. Après son bac, Michéa étudie la philosophie à la Sorbonne, en plein mai 68. Il obtient son agrégation de philosophie en 1972, il est alors le plus jeune agrégé de France, puis il part s'installer dans le sud de la France, où il exercera pendant 30 ans comme professeur de philosophie au lycée Joffre. À ce propos, il est important de signaler que Michéa a toujours refusé les offres qui lui ont été faites d'obtenir un poste à l'université. Parce que, disait-il, enseigner la philosophie à de futurs philosophes, c'est comme faire du pain pour des boulangers. Ça n'a pas grand intérêt. Et si ce choix de carrière de Michéa me paraît révélateur, le fait qu'il ait choisi de vivre sous les néons d'une salle de classe plutôt que sous la lumière des projecteurs, c'est parce qu'un tel choix reflète assez bien l'engagement qui sera le sien tout au long de sa vie, à savoir celui d'un démocrate radical, d'un démocrate qui ne s'estime pas au-dessus des autres. Pour achever cette brève présentation de l'homme, ajoutons que Michéa ne s'est jamais considéré comme un militant politique, trop épicurien pour cela, dira-t-il, et que la seule dénomination qu'il consentira à endosser, c'est celle de socialiste, au sens que ce terme pouvait avoir jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et vous verrez que cette précision aura son importance dans la suite de cet épisode. J'en arrive maintenant à l'exposé de la thèse de Michéa, une thèse dont Michéa lui-même est parfaitement conscient qu'elle paraîtra saugrenue, pour ne pas dire totalement invraisemblable. Cette thèse peut se résumer de la manière suivante. La gauche et la droite constituent deux forces politiques qui œuvrent toutes deux au déploiement d'un seul et même projet, le projet libéral. Autre manière de le dire, contrairement à l'opinion généralement répandue, le libéralisme sociétal de la gauche et le libéralisme économique de la droite ne sont pas adversaires, mais complémentaires. Bon, alors là, je devine qu'il y a déjà parmi vous des auditeurs contrariés. Des auditeurs contrariés qui protesteront contre cette thèse, qu'ils trouveront au mieux amusante, au pire scandaleuse. Alors d'où viendront les protestations ? Eh bien, elles viendront d'abord des partisans de la gauche. Des partisans de la gauche qui s'offusqueront qu'on puisse dire que la gauche est libérale. Puisque, comme chacun sait, la gauche, c'est précisément ce qui s'oppose au libéralisme. La gauche, c'est la lutte des classes. La gauche, c'est la défense des milieux populaires. Bref, dire que la gauche est libérale, ce serait commettre un grave contresens historique, doublé d'une injure politique. Mais les partisans de la gauche ne seront pas les seuls à trouver la thèse de Michéa scandaleuse, puisque ceux qui se reconnaissent dans la droite auront eux aussi leur mot à dire. Le libéralisme étant, dans notre esprit, le projet économique de la droite, comment peut-on oser dire que la gauche partage ce projet ? Alors même qu'elle ne cesse d'en appeler à toujours plus de charges pour les entreprises, à toujours plus d'impôts et à toujours plus de réglementations. Et enfin, la troisième catégorie d'objections viendra de ceux qui condamneront ce qui leur apparaîtra ici comme un discours de type populiste,
à un discours de stigmatisation de la classe politique dans son ensemble, et qui ne peut aboutir qu'à une dangereuse confusion dans les esprits. N'est-ce pas la tâche du philosophe de combattre ce genre d'amalgame ? Eh bien, si vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces catégories d'objections, et que vous estimez que Michéa a tort de faire de la gauche et de la droite les deux versants d'une seule et même logique libérale, accrochez-vous bien parce que vous n'êtes pas au bout de vos peines. Car Michéa va encore plus loin. Puisqu'il ne dit pas seulement que la gauche et la droite travaillent main dans la main au déploiement du libéralisme dans nos sociétés, il affirme également que la gauche en est la matrice originelle. Et le grand intérêt de l'argumentation de Michéa, c'est qu'elle va s'appuyer non pas sur des opinions, mais sur des concepts que chacun d'entre nous va pouvoir comprendre et placer sous la lentille de son esprit critique. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Pour comprendre la thèse de Michéa, la première étape obligatoire va être de remonter aux origines du clivage gauche-droite, source de tous les malentendus. Le clivage gauche-droite remonte à la Révolution de 1789, qui a vu l'hémicycle de l'Assemblée nationale se scinder en deux groupes antagonistes. La gauche, qui regroupait les partisans de la Révolution, et la droite, qui fédérait les contre-révolutionnaires, autrement dit les partisans de l'Ancien Régime. La gauche se définissait donc par sa volonté de rompre avec l'ordre ancien, avec l'ordre moral traditionnel et conservateur, tandis que la droite, la réaction, entendait rétablir l'ordre moral et religieux qui légitimait le pouvoir royal. Quand les maîtres mots de la droite étaient ordre, morale et tradition, les maîtres mots de la gauche étaient raison, progrès et mouvement. Et ce qu'il faut d'ores et déjà noter ici, c'est que ce qu'on appellera plus tard le socialisme, c'est-à-dire le projet de défense politique et économique de la classe travailleuse, est alors parfaitement étranger à ce clivage. Au XVIIIe siècle, le socialisme comme force politique n'existe pas. Il y a une confusion qui s'est propagée dans nos esprits, sans doute à cause de quelques cours d'histoire mal digérés, qui consiste à croire que la gauche révolutionnaire œuvrait à la défense des travailleurs et du prolétariat. Sauf qu'à l'époque, le prolétariat n'existait pas. Assimiler la gauche au socialisme, c'est commettre un anachronisme sur la naissance du socialisme, qui est d'abord lié au contexte de la révolution industrielle au XIXe siècle. Et si le tiers-état était bel et bien constitué à la fois de la paysannerie et de la bourgeoisie, dans les faits, les députés du tiers-état appartenaient à la bourgeoisie, et non à la paysannerie. Le sédiment intellectuel de la Révolution française, ce n'est pas le manifeste du Parti communiste, c'est la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières, c'est-à-dire Montesquieu, Diderot, Voltaire, des auteurs dont les œuvres sont encore étudiées au lycée. Pensez par exemple à Candide de Voltaire, ou aux Lettres persanes de Montesquieu. Et qu'est-ce qui relie ces œuvres ? C'est l'importance centrale accordée à l'idéal de liberté. L'idéal de liberté, de progrès, de tolérance, mais aussi à la notion d'individu. L'individu étant considéré comme porteur de droits naturels et sacrés. D'ailleurs, lorsque Kant entreprend de définir l'esprit des Lumières, il écrit que les Lumières correspondent à la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle. Pendant des siècles, l'humanité a vécu sous tutelle, sous la tutelle d'un ordre imposé, et désormais, c'est aux individus de devenir leur propre maître. Donc comprendre l'essence philosophique de la gauche, c'est comprendre que la gauche est d'abord portée par une dynamique d'émancipation vis-à-vis de toutes les structures normatives. Structures normatives qui sont conçues comme autant de freins à la liberté naturelle de l'être humain. C'est ça le maître mot de la gauche originelle. La liberté. La liberté contre la tyrannie, la tolérance contre le fanatisme, la raison et le progrès contre l'obscurantisme et la tradition. Et si un démocrate ne peut voir que d'un œil bienveillant la promotion de tels idéaux, le fait est que définir la gauche comme une force politique au service des intérêts des travailleurs
c'est un contresens historique. Non pas que le socialisme ne rejoigne aucune des valeurs de la gauche, mais simplement que la gauche et le socialisme constituent des programmes philosophiques distincts, radicalement distincts. Et c'est sur ce malentendu originel, sur cette confusion tragique entre gauche et socialisme, que prospère encore la croyance collective selon laquelle être de gauche, c'est défendre les travailleurs. La Révolution française n'a pas accouché de la Déclaration des droits du travailleur. Elle a accouché de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ce n'est pas du tout la même chose. Quand Marx se moquait du concept de droits de l'homme, les rebaptisant droits de l'homme bourgeois, c'était justement pour signaler que, lorsque la gauche défendait les droits de l'homme, elle défendait les droits abstraits de l'homme abstrait. De l'homme abstrait, c'est-à-dire abstrait de ses conditions matérielles d'existence. Séparé de ses conditions matérielles d'existence. Marx qualifiait les droits de l'homme de droits formels, parce qu'en l'absence des moyens matériels d'exercer un quelconque droit, ce droit n'est qu'une coquille vide. Vous avez beau avoir le droit d'être heureux, riche et en bonne santé, ce droit n'en devient pas pour autant une réalité concrète. Le droit est toujours abstrait, car le droit ne se pose pas la question des conditions de sa réalisation. Que vaut le droit à la liberté de celui qui n'a d'autre choix que de vendre sa force de travail ? Que vaut le droit à l'égalité de celui qui se situe tout en bas de la chaîne de production ? Lorsque les droits de l'homme proclament le droit naturel et inaliénable à la propriété, que vaut ce droit pour celui qui n'a d'autre propriété que sa vie ? Parce qu'à partir du moment où on célèbre les droits de l'homme et du citoyen, on célèbre en réalité les droits de ceux qui se trouvent en situation matérielle de revendiquer de tels droits, c'est-à-dire de la bourgeoisie. Comment interpréter le fait que le droit de propriété soit défini dans la Déclaration des droits de l'homme comme un droit inaliénable et sacré, dans un contexte socio-économique où la propriété ne pouvait être qu'un privilège bourgeois ? Et si ce discours vous paraît choquant, demandez-vous s'il n'est pas plus choquant qu'une civilisation inscrive la propriété comme un droit naturel de l'être humain et qu'on considère qu'un tel droit aurait quelque chose à voir avec le socialisme. Même Rousseau se moquera du concept de propriété en écrivant que le premier qui eut l'idée de clôturer un terrain et de dire « ceci est à moi » trouva des gens assez simples d'esprit pour le croire. Et c'est dans ce quiproquo historique, dans cette identification frauduleuse de l'idéal des Lumières au socialisme, que s'enracine la mythologie moderne qui consiste à voir dans la gauche le porte-étendard des intérêts du peuple, alors qu'elle ne fut en réalité que le porte-étendard des intérêts de la bourgeoisie. C'est ça la source du grand malentendu. La gauche n'est pas le socialisme. Michéa est tout à fait conscient qu'en démystifiant ainsi la gauche des Lumières, il s'expose aux invectives foudroyantes de tous ceux qui verront dans sa critique le signe d'une sympathie pour la droite réactionnaire. C'est l'effet le plus commun de la pensée binaire que j'évoquais au début de cet épisode, une pensée binaire qui consiste à dire que si on critique la gauche, c'est qu'on soutient la droite. J'ai moi-même conscience qu'en prononçant cette phrase, le réflexe intellectuel de beaucoup d'auditeurs sera de se dire « bah oui, forcément. Forcément que si l'on critique la gauche, c'est que l'on soutient la droite. » Il est d'ailleurs fréquent que Michéa soit qualifié de penseur réactionnaire par ceux qui n'ont pas compris la différence entre gauche et socialisme et qui veulent absolument faire rentrer toute pensée qui leur échappe dans leur système de classification dont ils ne voient même pas qu'il est fondamentalement bancal. Le propre d'une pensée binaire, c'est que tout ce qu'elle exclut, elle l'inclut dans son opposition. Le propre d'une pensée binaire, c'est qu'elle refuse d'appuyer sur le bouton pause pour vérifier, pour ne serait-ce qu'envisager, qu'il y ait dans ces éléments constitutifs une incohérence qui ne peut être résolue qu'en sortant d'elle-même. Michéa insiste beaucoup sur la dimension psychologique de nos opinions politiques. Notre besoin de nous définir comme de gauche ou comme de droite résulte moins d'une conviction acquise par l'examen critique que d'une nécessité de s'identifier à des repères que nous estimons valorisants. Il est psychologiquement valorisant de se dire qu'on défend la cause des faibles et des opprimés. Et si on définit comme de gauche le fait de défendre la cause des faibles et des opprimés,
Tant pis si cette dénomination ne correspond pas à la réalité d'une telle cause. Tant pis si des incohérences logiques apparaissent entre ce qu'on promeut et les conséquences de ce qu'on promeut. L'essentiel étant qu'on puisse continuer à se dire du côté du bien. Voir dans une critique philosophique de la gauche le signe d'une sympathie pour la droite, c'est ça la pensée binaire. Voir dans le rétablissement conceptuel de la distinction entre gauche et socialisme la marque d'une volonté de retour à l'ordre moral, c'est ça la pensée binaire. Car à aucun moment ne pénètre dans une pensée binaire l'éventualité qu'une telle critique ait en fait pour vertu de repositionner correctement le problème. Et que c'est en repositionnant correctement le problème qu'on se donne les moyens de le résoudre. S'affubler d'un adjectif symboliquement gratifiant, se déclarer progressiste ou se dire en lutte contre les forces réactionnaires, c'est moins se donner les moyens de son combat que fermer les yeux pour s'imaginer le remporter. Au XVIIe siècle, l'Europe est dévastée par 200 ans de guerre de religion. La guerre des paysans en Allemagne, le soulèvement protestant en Écosse, la guerre de la France contre le royaume d'Espagne. Quand Hobbes décrit l'état de nature comme l'état de la guerre de tous contre tous, quand il écrit que l'homme est un loup pour l'homme et que la nature humaine est fondamentalement violente, il a évidemment à l'esprit l'horreur des conflits intestins qui ont ensanglanté son siècle. Et c'est au sortir de ce traumatisme des guerres civiles idéologiques que le problème politique va prendre une forme inédite au regard de l'histoire. En effet, le problème qui va se poser aux théoriciens politiques ne sera plus de savoir comment guider l'humanité vers le bien, puisque c'est au nom du bien que les hommes prennent les armes et s'assassinent. Le problème va devenir comment faire en sorte que les membres d'une société cohabitent de façon pacifique. La conception moderne du problème politique est donc indissociable de ce contexte de violence idéologique et religieuse. Et pour Michéa, si on ne prend pas en compte cette donnée anthropologique, ce constat du caractère destructeur de la religion et des idéologies en général, on passe à côté d'un élément central dans la constitution de l'imaginaire politique moderne. Depuis l'Antiquité, la plupart des sociétés européennes étaient fondées sur un ordre moral ou religieux, c'est-à-dire sur une certaine conception du bien. De la cité juste de Platon à la communauté divine de saint Thomas d'Aquin, aucune théorie politique n'envisageait un modèle de société qui ne soit pas orienté vers le bien. Il faudra attendre la Renaissance, avec Machiavel, pour voir se déployer le premier modèle politique de l'histoire qui ne soit plus fondé sur cette idée du bien. Le prince de Machiavel n'est plus celui qui se soucie de sauver les âmes, il n'est plus celui qui cherche à ce que les hommes obéissent à la loi divine ou à un bien transcendant, il devient celui qui se soucie uniquement de la stabilité de l'État. En d'autres termes, ce que va initier Machiavel, c'est une dissociation de la politique et de la morale. La politique n'est plus conçue comme l'art de faire advenir le bien sur Terre, elle devient l'art d'administrer la coexistence entre les membres d'une société. Et ce qui fait que Machiavel a opéré ce changement de paradigme, cette transformation du rôle de l'État politique, c'est la conviction que la réalité humaine, autrement dit, que le monde de l'ici-bas, ne pouvait être régi que par les lois de l'ici-bas. Or, ici-bas, ce n'est pas le bien qui règne. Ce sont les passions humaines. Et vouloir faire descendre les lois divines sur Terre, c'est vouloir que les hommes cessent de se comporter en hommes. C'est un projet vain. Plutôt que d'espérer inutilement des hommes qu'ils se comportent de manière vertueuse, la recommandation de Machiavel sera de dire qu'il faut prendre la nature humaine telle qu'elle est, c'est-à-dire violente, avide, bornée, tournée vers sa propre satisfaction et incapable de vertu. Au fond, que ce soit avec Machiavel au XVIe siècle ou avec Hobbes au XVIIe, le constat qui est fait est le même, celui d'une nature humaine fondamentalement mauvaise. Et ce désespoir des penseurs politiques quant à la nature humaine va déboucher sur ce qu'on pourrait appeler une approche pragmatique.
Le pragmatisme politique, c'est la volonté d'apporter une solution réaliste plutôt qu'utopiste au problème de la coexistence entre les hommes. Parce qu'une fois qu'on a dit que les hommes étaient incurablement mauvais, une fois qu'on a dit qu'il était impossible de guider les hommes vers le bien sans qu'ils s'entre-déchirent, il faut bien malgré tout apporter une réponse au problème. Il faut bien faire avec cette nature humaine qui refuse de se rectifier, qui semble même d'autant plus hargneuse et meurtrière qu'on lui impose d'être vertueuse. C'est ce qui fait dire à Machiavel cette phrase qui résume absolument tout. Il faut estimer comme un bien le moindre mal. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Michéa a emprunté cette formule comme titre d'un de ses livres, L'Empire du moindre mal, autrement dit, l'empire qui renonce au bien. L'empire qui prend acte de l'impossibilité radicale d'exiger des hommes qu'ils se comportent de manière vertueuse. Et donc pour la première fois dans l'histoire, les théoriciens politiques, et en l'occurrence les théoriciens politiques des Lumières, vont imaginer ce qu'aucun d'entre eux n'avait eu, non seulement l'audace, mais même l'idée d'imaginer, à savoir un modèle de société fondé sur la privatisation des valeurs. Privatisation des valeurs, autrement dit, suppression de toutes les autorités morales censées définir et dicter la voie du bien. Michéa a une expression pour décrire ce principe, une expression qu'il emprunte au sociologue Max Weber, c'est ce qu'il appelle le principe de neutralité axiologique. L'axiologie, c'est la science des valeurs morales. La neutralité axiologique, c'est donc l'absence de tout parti pris sur la question des valeurs morales. C'est le désengagement, c'est le retrait de toute idéologie morale ou religieuse dans la vie privée des individus. Et ça, il faut bien comprendre que c'est quelque chose d'absolument révolutionnaire. Pour la première fois dans l'histoire des sociétés, on déclare que l'État n'a pas à intervenir dans les options morales et idéologiques des individus qui composent la société. Disons-le autrement. Pour la première fois dans l'histoire des sociétés, la liberté individuelle venait d'être instituée comme norme politique et sociale. C'est la naissance de ce qu'on appelle le libéralisme politique. Et si j'ai pris le temps tout à l'heure de vous retracer l'histoire de la gauche des Lumières, c'est parce que c'est la gauche qui sera à l'avant-poste de ce nouveau paradigme politique. La gauche du mouvement, la gauche du progrès, la gauche de la tolérance et du droit individuel. Et le combat de la gauche révolutionnaire contre la droite réactionnaire, c'était le combat pour l'affirmation des droits individuels contre le fantôme de l'absolutisme. Et donc, quand la gauche contemporaine milite pour l'augmentation des droits individuels, quand elle se fait un devoir de lutter contre toutes les structures traditionnelles qui entravent la liberté des individus, elle ne fait que réaliser son projet initial. Le rejet par la gauche contemporaine de tout ce qui a trait à la tradition, au conservatisme, à la hiérarchie, c'est la traduction directe de sa répulsion primordiale à l'égard de tous les systèmes normatifs. Parce que qu'est-ce qu'un système normatif, sinon un ensemble de règles qui s'imposent de manière arbitraire à la volonté des individus? Qu'est-ce qu'un système normatif, sinon un ensemble de contraintes artificielles qui réduisent nos libertés? Et une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris que le progressisme de la gauche contemporaine n'est que la forme moderne du libéralisme politique de la gauche des origines, alors tout prend sens. Toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Toutes les pièces du puzzle s'assemblent dès lors qu'on comprend que l'essence philosophique de la gauche, c'est le libéralisme. La première version du libéralisme, le libéralisme politique, correspond au projet décrit précédemment d'instaurer une société axiologiquement neutre, c'est-à-dire une société neutre sur le plan des valeurs. La neutralité axiologique, c'est le principe qui garantit aux membres d'une société de vivre selon leur propre définition du bien et qui fait que l'État ne saurait nous demander des comptes quant à nos choix de vie privée. La question qui surgit alors, c'est de savoir comment les membres d'une société vont pouvoir cohabiter pacifiquement si aucune autorité n'est là pour réguler les comportements. Si Hobbes était partisan de la solution absolutiste, s'il estimait qu'il fallait un gouvernement fort et autoritaire pour faire régner l'ordre, c'est parce qu'il était conscient que le fait de laisser les hommes livrés à eux-mêmes ne pouvait conduire qu'à l'anarchie.
D'ailleurs, c'est exactement ce que redoutaient les adversaires des Lumières. Que la liberté des individus mène au chaos social. Eh bien, la solution trouvée par les libéraux politiques, c'était qu'il suffirait de limiter la liberté de chacun, de telle sorte qu'elle n'empiète pas sur celle d'autrui. En d'autres termes, le seul critère de légitimité d'une action, c'était qu'elle ne nuise pas à la paix sociale. De là l'origine du célèbre adage « La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres », cette définition correspondant très exactement à la définition libérale de la liberté. On a tendance à répéter cette phrase comme s'il s'agissait d'une définition objective et universelle de la liberté. Mais en réalité, pas du tout. Jamais un citoyen d'Athènes, jamais un républicain florentin n'aurait songé à définir la liberté ainsi. Pour qu'une telle définition de la liberté apparaisse, il fallait en effet deux prérequis. Premièrement, accepter l'idée que la liberté était une affaire strictement individuelle, et deuxièmement, accepter l'idée que la liberté était indépendante de la morale. Or, ces deux prérequis, c'est le libéralisme qui les a instaurés. Quand on invoque le concept de liberté, la question qu'on doit toujours se poser, c'est de quelle liberté parle-t-on ? S'agit-il de la liberté du maître par rapport à l'esclave ? S'agit-il de la liberté comme autonomie de la volonté ? Ou comme chez Spinoza, de la liberté comme conscience des causes qui nous déterminent ? De quelle liberté parle-t-on ? Pour les libéraux, les choses ont le mérite d'être beaucoup plus simples. Pour eux, la liberté, c'est tout simplement le droit. Le droit de se conformer, ou pas, à une vision particulière du bonheur, du bien ou du vrai. La liberté ne consiste plus à s'affranchir de ce qui nous détermine ou de ce qui nous asservit. La liberté devient le droit de jouir paisiblement de son existence. Et pour qu'une telle liberté soit respectée par les membres de la société, il suffisait de lui donner un cadre juridique. Cadre juridique que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen précise dans ses articles 4 et 5. Je cite. « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. » Voilà donc ce qui définit la liberté d'un point de vue libéral, le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Sur le plan philosophique, c'est ce qu'on appelle une définition négative de la liberté. Définition négative au sens où on définit la liberté non pas par ce qu'elle est, mais par ce qu'elle n'est pas, par ce qui s'y oppose. Pour les libéraux, la liberté n'est pas un concept ayant un contenu propre, elle est un espace vide que les individus pourront remplir comme bon leur semble, du moment que l'usage qu'ils en feront n'entre pas en contradiction avec l'usage que feront les autres de leur propre espace de liberté. Et remarquez une chose fondamentale, c'est que, d'un point de vue libéral, la loi n'est pas un obstacle à la liberté. La loi est au contraire l'instrument de la liberté. La loi est l'instrument de la liberté puisque la loi, c'est ce qui empêche autrui d'empiéter sur mon espace de liberté. Et quand la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous informe que tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé, elle nous confirme qu'être libre, c'est d'abord et avant tout ne pas être contraint par la volonté d'autrui. Donc tout est cohérent. Tout se tient. Le libéralisme politique, c'est le refus de toute contrainte à l'égard de nos choix individuels, et la loi, c'est l'instrument défensif qui me prémunit contre l'intrusion d'autrui dans ma sphère de liberté privée. Parce qu'aucune autorité morale n'a la légitimité de dicter aux individus leur comportement privé, la coexistence entre les individus sera assurée par une instance neutre et impersonnelle, le droit. Le droit ne se soucie pas de ce qui est moralement juste. Le droit se soucie de ce que la loi autorise ou réprime.
D'où cette phrase qu'on entend souvent face à un reproche. J'ai le droit. Comme si le droit devenait le seul et unique critère d'appréciation d'un comportement. La société libérale, c'est la société de la redéfinition du mal. Et le mal, c'est désormais le préjudice. Sur le plan de la symbolique, vous remarquerez que le tribunal est une sorte d'église moderne. C'est un établissement simili-religieux. Quand on pénètre à l'intérieur d'un tribunal, on sent une atmosphère de solennité. Les plafonds sont démesurément hauts, comme pour nous rappeler à quel point nous sommes petits. Les avocats portent la robe, comme les prêtres portent la soutane. Le marteau du juge a remplacé le crucifix. Mais l'imaginaire symbolique du droit, c'est la transposition exacte de celui de la religion. Le tribunal, c'est le temple du droit. À mesure que nos sociétés ont vu diminuer le caractère sacré de la religion, elles ont vu augmenter le caractère sacré du droit. C'est ça qui s'est produit dans ce passage de l'ancien modèle au modèle libéral, un transfert de sacralité. Ce qui est sacré aujourd'hui, ce n'est plus le sens métaphysique de la vie sur Terre, ce sont nos droits. Et on entre aujourd'hui au barreau comme on entrait autrefois dans les ordres, pour que justice soit faite. À ce stade de notre réflexion, certains feront remarquer que, si on peut effectivement voir dans la gauche l'initiatrice du libéralisme politique, il faut cependant opérer une distinction entre ce libéralisme politique, ou libéralisme sociétal, si on veut utiliser une terminologie plus récente, et le libéralisme économique. Même s'il est difficile pour la gauche contemporaine d'assumer le mot de libéralisme, un mot que nous associons spontanément à la droite, et qui par conséquent perturbe grandement nos repères linguistiques, il paraît en revanche totalement illégitime d'assimiler la gauche au libéralisme économique. Ok pour le libéralisme sociétal, mais n'allons pas trop loin. Eh bien, selon Michéa, si, il faut aller plus loin. Il faut franchir un pas supplémentaire. Il faut franchir un pas supplémentaire, non pas pour le plaisir de franchir un pas supplémentaire, mais parce que c'est la nature même de la philosophie libérale qui requiert que nous franchissions ce pas. Beaucoup trouveront déjà douloureux de concéder que la gauche puisse avoir quelque chose à voir avec le libéralisme. Comme on l'a vu au début de cet épisode, nous fonctionnons sur des catégories conceptuelles que nous n'acceptons pas de remplacer, quand bien même elles nous empêcheraient d'analyser correctement les choses. Or, ce que montre Michéa, c'est que si on peut effectivement distinguer la gauche et la droite, le libéralisme, lui, ne peut pas être coupé en deux. En d'autres termes, le libéralisme est une doctrine profondément unitaire. Ce n'est qu'artificiellement et a posteriori que nous différencions le libéralisme sociétal du libéralisme économique. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul libéralisme. Et vous allez voir maintenant en quoi les deux versions du libéralisme, économique et sociétal, sont en réalité indissociables. Et que, si on adhère à l'un, on est philosophiquement tenu d'adhérer à l'autre. Le projet libéral, on l'a vu, était motivé par le désir de mettre un terme au conflit idéologique qui dressait les individus les uns contre les autres. Conscient que le genre humain périrait s'il ne changeait sa manière d'être, la phrase est de Rousseau, les théoriciens politiques abandonnent progressivement leurs anciens modèles de société, fondés sur la religion et la morale, et décident de fonder un ordre politique conforme à la nature des hommes. Conforme à la nature des hommes, c'est-à-dire adapté à ce qu'ils sont fondamentalement, à leur nature comportementale plutôt qu'à un idéal inatteignable. Et c'est ce qui fait que, si vous lisez un traité de philosophie politique du XVIIe ou du XVIIIe siècle, vous trouverez presque toujours un chapitre qui traite de la question de la nature de l'homme. Une description de la nature de l'homme. Et c'est assez logique finalement parce que, pour savoir quel est le modèle politique le plus pertinent, il faut bien commencer par savoir ce que sont les hommes et ce qui les anime.
c'est de la connaissance de la nature de l'homme que peut découler une théorie politique adaptée à la nature de l'homme. À cette époque, il est encore trop tôt pour parler de psychologie, puisque cette discipline ne verra le jour qu'au XIXe siècle. Mais malgré tout, on assiste déjà à une première tentative d'identification des lois du comportement humain. Et cette volonté d'identifier les lois du comportement humain, il faut la comprendre à la lumière du contexte intellectuel de l'époque, contexte intellectuel marqué par le développement des sciences expérimentales de la nature. Les philosophes sont fascinés par les récentes découvertes en physique et en astronomie, et ils voient dans ce progrès scientifique l'occasion de nourrir leurs réflexions philosophiques. On a tendance de nos jours à opposer science et philosophie, mais jusqu'à récemment, ces deux disciplines tendaient à n'en faire qu'une. Et s'il n'y a rien de surprenant dans le fait que Descartes ait été à la fois philosophe et physicien, ou que Pascal ait été à la fois philosophe et mathématicien, c'est parce que toutes ces disciplines avaient pour finalité la compréhension des mécanismes qui régissent le monde. Et donc les philosophes politiques vont trouver dans le modèle scientifique une sorte de modèle méthodologique ultime. Modèle méthodologique qu'ils vont pouvoir transposer dans le domaine politique. Ils vont se dire, puisque tous les phénomènes de l'univers sont régis par des lois, que ce soit les lois du mouvement des corps de Newton, ou les lois du mouvement des planètes de Kepler, il faut bien que le comportement humain lui-même soit régi par des lois. C'est ce qu'on appelle le positivisme. Lorsqu'on cherche à appliquer aux questions humaines les méthodes employées dans les sciences de la matière, et d'ailleurs on parle aujourd'hui de sciences politiques, mais la première approche scientifique de la question politique, c'est au libéralisme qu'on la doit. Et donc cette loi du comportement humain, cette loi du mouvement des corps sociaux, pourrait-on dire, les philosophes vont la trouver. Ou en tout cas, ils vont estimer l'avoir trouvée. Et cette loi du comportement humain, quelle est-elle ? C'est l'intérêt. Pour les philosophes libéraux, c'est l'intérêt qui motive chacune de nos actions. Et celui qui formulera avec le plus de maestria cette loi de l'intérêt, c'est le philosophe des Lumières Helvétius, qui dira, je cite, « Si l'univers physique est soumis aux lois du mouvement, l'univers moral ne l'est pas moins à celle de l'intérêt. » Voilà la réponse à la question de la nature humaine. L'intérêt. L'intérêt, c'est-à-dire l'égoïsme. L'intérêt, c'est-à-dire le soin porté à la satisfaction de nos désirs privés. Et il faut bien comprendre que dans cette conception des choses, même les actions les plus désintéressées en apparence seront jugées comme étant le résultat indirect de l'égoïsme. Même le sens de la justice, même la capacité au sacrifice ou la simple générosité seront vus comme des manifestations détournées de la recherche de gloire ou du désir de reconnaissance. C'est un peu la magie de cette théorie de l'intérêt, c'est que, quoi qu'on fasse, nos actions seront toujours reconduites en dernier ressort à des motivations égoïstes. Et si les hommes s'entretuent, si l'histoire humaine n'est rien d'autre que l'histoire de la lutte entre les hommes, c'est parce que seuls leurs désirs individuels prévalent. La guerre de tous contre tous peut bien avoir comme prétexte la volonté de faire régner le bien. Cette volonté elle-même n'est rien d'autre que la traduction moralement acceptable de notre égoïsme. Les tyrans ont toujours une raison morale de tyranniser. Donc si les hommes sont égoïstes, il faut trouver le moyen de convertir cet égoïsme dans une forme pacifique. Dans une forme qui rende possible, malgré tout, la coexistence entre les individus. Et quels moyens les libéraux vont-ils trouver pour convertir l'égoïsme des hommes ? La réponse est trouvée. Ce sera le marché. Le marché aux vertus pacifiantes. Le marché encadré par le droit. Le marché comme moyen de satisfaire sa pulsion égoïste sans en passer par la violence. Et c'est pourquoi vous trouverez dans de nombreux textes des Lumières des descriptions élogieuses de ce qu'on appelait alors le doux commerce. La devise des libéraux, c'est « le commerce adoucit les mœurs ». Et c'est exactement ça le projet initial des libéraux, l'adoucissement des mœurs. Et pourquoi le commerce adoucit-il les mœurs ? Parce qu'il permet aux individus de satisfaire leurs intérêts dans le cadre de contrats mutuellement avantageux. C'est ça le principe du contrat. Le fait que chacune des parties y trouve son bénéfice. Le contrat est fondé sur le consentement.
il a pour finalité le bénéfice, et en libérant son égoïsme dans le cadre du marché, les individus concourent, sans même le vouloir, à la prospérité économique de la société. L'un des fondateurs du libéralisme économique, vous le connaissez déjà car on a eu l'occasion d'en parler dans un précédent épisode, c'est Adam Smith. Adam Smith et sa fameuse main invisible. La main invisible symbolisant la contribution de l'égoïsme individuel à la richesse collective. En un mot, ce que dit Adam Smith, c'est que c'est en laissant les agents économiques travailler librement à la satisfaction de leurs intérêts que la société a le plus de chances de prospérer. La main invisible, c'est l'idée absolument indispensable au dispositif libéral que les intérêts individuels s'harmonisent de telle sorte qu'en laissant chacun assouvir son égoïsme, tout le monde y trouve son compte. D'où l'idée des libéraux que l'État doit se placer en retrait de l'activité économique, que l'État ne doit pas intervenir dans les choix économiques des individus, comme il ne doit pas intervenir dans leurs choix moraux, parce qu'intervenir dans les affaires économiques, c'est rompre l'harmonisation naturelle des intérêts. Quand le PDG d'une grande entreprise en appelle à plus d'ouverture, à plus de flexibilité et à moins de réglementation, il en appelle au pouvoir de la main invisible. Une main invisible providentielle, quasi mystique, une sorte de puissance ordonnatrice supraphysique qui autorise et même qui encourage, au nom du bonheur de la société, la libre satisfaction par chacun de son égoïsme. Et si le libéralisme économique parachève le libéralisme politique, si les partisans du droit ne peuvent qu'adouber les partisans du marché, c'est précisément parce que le marché est aussi un lieu de la liberté. Quand on est partisan d'une liberté totale, d'une liberté non contrainte par des règles ou par des systèmes de valeurs, quel argument peut-on opposer au libéralisme économique ? Au nom de quoi l'économie devrait-elle faire exception à l'idéal de liberté ? Considérer que les hommes sont libres, mais refuser la liberté économique, c'est une incohérence insoluble. Alors bien sûr, de nos jours, on établit une démarcation entre la liberté sociétale, la liberté dans le domaine des mœurs, et la liberté économique. Mais il faut bien comprendre que pour les premiers libéraux, une telle distinction n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens tout simplement parce que la liberté n'est pas quelque chose qu'on pourrait couper et segmenter selon notre bon vouloir. Donc quand un libéral de gauche, c'est-à-dire un libéral sur le plan des mœurs, reproche à un libéral de droite son libéralisme économique, il lui reproche d'appliquer ses propres principes. C'est assez gênant parce que, dans notre imaginaire symbolique, nous aimons nous représenter le libéral économique comme un bourgeois réactionnaire, incapable de s'ouvrir à la liberté des mœurs modernes. Mais c'est une erreur. C'est une erreur dans la mesure où le programme libéral prévoit que la liberté individuelle concerne tout autant le domaine des mœurs que le domaine économique. Et si ça vous paraît impensable, si vous pensez que ces deux choses n'ont rien à voir, il vous suffira de vous reporter aux textes des libéraux du XVIIIe siècle, pour qui il allait de soi que ces deux formes de liberté n'en constituent en réalité qu'une seule. Il vous suffira de lire les textes du très libéral politique Voltaire, sur les bienfaits du commerce et les plaisirs du luxe. Il vous suffira de lire les textes du très libéral économique Jeremy Bentham, sur la défense des femmes et des personnes homosexuelles. Et alors vous verrez que les avancées du marché n'ont pu être permises que par les avancées des droits individuels, de même que les droits individuels ont toujours été défendus par les partisans du marché. Comprendre que le libéralisme sociétal et le libéralisme économique ne sont que les deux faces de la même médaille philosophique, comprendre que ces deux libéralismes n'en constituent en réalité qu'un seul, c'est se donner la possibilité de comprendre en quoi l'opposition habituelle entre la gauche et la droite est construite sur du sable. Une gauche qui militerait pour l'extension des libertés individuelles, mais qui voudrait entraver la liberté économique, une droite qui en appellerait à un marché libre, mais qui voudrait limiter les droits des individus. Tout ça est fondamentalement et définitivement contradictoire. Le grand mérite de l'analyse de Michéa, c'est qu'elle nous confronte à cette contradiction.
Une contradiction dont nous détournons les yeux pour pouvoir mieux déplorer les conséquences de ce dont nous chérissons les causes. Une contradiction que les développements récents du libéralisme rendent de plus en plus visible, de plus en plus éclatante. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Je vous remercie.